Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. J'ai passé le week-end dernier dans les salles de vente aux enchères à Genève. 2 fois par an, en novembre donc, et en mai, la plupart des maisons de vente, Christie's, Philips, Sotheby's, Antiquorum, etc., organisent leurs ventes thématiques sur l'horlogerie dans la capitale des montres. J'en ai parlé à des amis non initiés et je me suis rapidement rendu compte que beaucoup de monde ne connaissait pas bien le fonctionnement de cet univers. J'ai donc décidé de faire un podcast sur comment acheter une montre aux enchères. La première question que l'on se pose, c'est de savoir si l'on peut faire de bonnes affaires aux enchères. Alors la réponse est simple, à Genève, non, ça va être très compliqué, tout simplement parce que c'est le moment où tous les collectionneurs sont réunis, toutes les montres ont beaucoup de visibilité et finalement il y a beaucoup trop de compétition. Ça va être le moment des ventes où il va y avoir les records qui vont être battus. Par exemple, le week-end dernier, le record de la montre la plus chère jamais vendue aux enchères a été battu avec la pièce unique Grandmaster Chime en acier de Patek Philippe qui a atteint 31 millions. Donc clairement, si on veut être discret et faire une bonne affaire, il va falloir choisir ses ventes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des ventes qui ont lieu toutes les semaines dans les hôtels de vente, c'est souvent le week-end d'ailleurs, dans les hôtels de vente partout en France et dans le monde. Et c'est plus là qu'on a de chances de faire vraiment de bonnes affaires. Par contre, les modèles vraiment beaux, recherchés, etc., généralement, ils vont se retrouver dans ces grandes ventes, dans les maisons que je vous ai citées. Mais malgré tout, les conseils que je vais vous donner peuvent s'appliquer à tout type de vente. Alors, il faut aussi, concernant l'argent, prendre en compte les frais. C'est-à-dire qu'il va y avoir le prix lequel la montre va partir. Mettons, ça va être 10 000 euros. Mais à ça, il va falloir ajouter les frais de la maison de vente. Donc, ça va être autour des 25%. Puis ça va être dégressif par palier. Par exemple, je crois chez Philips, ça va être 25%, puis autour de 400 ou 500 000, donc c'est déjà énorme. Ça va être dégressif dès qu'on a atteint ce palier, seulement sur le tronçon au-dessus des 400 000. Donc ça reste toujours des grandes commissions. Et puis à ça, faut également ajouter la TVA. Donc en Suisse, elle est de 7,7%. Donc tout compris, on n'est pas loin de 30% à peu près. Donc ça fait un vrai... ça se sent vraiment sur le prix d'achat. On est en salle et on pense avoir fait une bonne affaire en achetant la montre à 10 000 et finalement elle se retrouve à 13 000 et quelques. Et c'est plus tout à fait le même topo. Un autre frais qui va être, un pourcentage qui peut être différent. Je me souviens en France, il y a des ventes où ça va être des biens qui ont été saisis, qui ont été mis sur gage ou des trucs comme ça. Et de mémoire, les frais étaient moitié moins élevés dans ces conditions-là. Ensuite, il y a les estimations, c'est-à-dire que quand on va voir le catalogue de la vente pour un lot donné, la plupart du temps, il y aura une estimation basse et une estimation hausse. Par exemple, telle montre est estimée entre 5 et 10 000 euros. Alors, ces estimations, faut bien se rendre compte qu'elles sont complètement arbitraires. Elles sont à la discrétion du commissaire-priseur et elles sont là vraiment à titre indicatif. Ça veut pas dire qu'une montre ne peut pas se vendre moins cher ou plus cher, mais dans la plupart du temps, si vous faites une enchère entre l'enchère basse et l'enchère haute, c'est une enchère qui peut être susceptible de remporter la mise, mais voilà, encore une fois, ce n'est qu'une indication. Et souvent, c'est même, les maisons de vente vont avoir des stratégies établies là-dessus, en se disant, tiens, on peut faire des estimations plutôt basses pour attirer du monde, ou au contraire, on veut valoriser vraiment un lot et
et on veut mettre des estimations un petit peu plus hautes. Donc voilà, faut prendre ça avec des pincettes. Finalement, c'est sa propre expérience de collectionneur qui va vous permettre de savoir un petit peu la fourchette et à quelle hauteur vous devez mettre votre enchère. Et puis il y a également la notion de réserve. Ça veut dire que si moi je me présente à la vente et je mets un lot en vente, je peux demander à ce que la réserve soit, qu'il y ait un prix de réserve de, je dis n'importe quoi, 20 000 francs, 20 000 francs suisses. Et donc là, voilà, la vente ne se fera pas si le prix n'a pas été atteint. Et à l'inverse, il y a aussi les lots sans réserve. Alors là, pour le coup, ça peut être l'occasion de faire une bonne affaire, parce que souvent, on se dit, bah tiens, si c'est un lot sans réserve, il y a plein de gens qui vont essayer d'enchérir dessus, il y aura beaucoup de compétition, je vais pas enchérir. Mais finalement, si je n'enchéris pas et que tout le monde réfléchit de la même manière, et ben ça fait qu'il y a moins d'enchérisseurs sur la pièce, moins de compétition, et donc potentiellement une plus grande opportunité de faire une bonne affaire. Donc il faut pas traiter les lots sans réserve de façon différente selon moi. Il faut appliquer la même stratégie et le même intérêt. Alors sur le déroulé des ventes, la plupart du temps, quand c'est une grande maison comme celle que j'ai citée qui organise les ventes, surtout quand c'est des ventes thématiques, il y a toute une période d'exposition qui a lieu avant la vente. Par exemple, ce week-end, la vente était, je crois qu'elle commençait à 17h ou 18h et jusqu'à 16h on pouvait voir les lots. Je crois même que la veille on pouvait également les voir. Des fois même il y a des cocktails etc. qui sont organisés quelques jours avant. Donc bref, tout ça pour dire que les montres sont exposées, sont visibles. Elles sont la plupart du temps sous vitrine, mais vous pouvez tout à fait demander à inspecter un lot. Donc pour ça, on va vous demander de remplir un petit papier avec le numéro du lot, une petite signature, et puis vous signerez après quand vous retournerez la montre. Mais tout ça, ça vous permet... alors vous avez une limite, vous pouvez pas prendre 15 montres à regarder en même temps, mais vous pouvez tout à fait en regarder 3, 4, 5. Il y a souvent des espaces qui sont prévus pour ça, pour simplement des tables pour pouvoir observer les montres tranquillement et dans de bonnes conditions. Donc on vous fournit aussi souvent une loupe, mais ça peut être bien d'avoir la sienne si jamais ils en fournissent pas. Vous pouvez prendre des photos, etc. Vous pouvez tout à fait demander plus d'informations sur le modèle, mais c'est très important, et on y reviendra certainement plus tard, de bien regarder la montre et de s'assurer de l'état dans lequel elle est. Et alors ensuite le jour J, donc il y a les enchères et il y a plusieurs modes d'enchères. Alors je dirais que le plus connu, celui qu'on voit évidemment dans les films, c'est quand vous êtes sur place dans la salle, il y a le commissaire qui fait monter les enchères et puis il y a les enchérisseurs qui vont lever les plaquettes. Alors pour ça, c'est comme dans les films en fait, c'est très simple, il suffit de s'enregistrer auprès de la maison de vente. Donc souvent, faut le faire 48 heures en avance, à moins que vous soyez déjà connu et référencé auprès de la maison de vente. On va vous demander vos coordonnées bancaires, etc. pour s'assurer que vous êtes en état entre guillemets de pouvoir enchérir. Et ensuite, on va vous attribuer une plaquette avec un numéro. Alors cette plaquette, elle est évidemment hyper importante. Il faut évidemment pas la perdre. Si jamais elle est perdue, il faut tout de suite prévenir la maison de vente parce que finalement, elle vous lie à l'enchère de façon nominative. Un autre mode d'enchère, ça va être au téléphone. Donc là aussi, souvent, on le voit dans les films aussi. Alors comment ça se passe? Il suffit de faire ce qu'on appelle une demande de rappel. Donc vous allez contacter la maison de vente, souvent par email, et vous allez leur dire que vous êtes intéressé par le lot X. Donc voilà, je veux le lot 156.
Vous allez leur transmettre également par email une copie de carte d'identité, un RIB et voilà, leur formuler une demande de rappel et eux et un numéro de téléphone évidemment et eux vous rappelleront au moment du passage du lot. Donc ce qui se passe, si je reprends mon exemple pour le lot 156, ils vont vous appeler mettons au lot 150, comme ça il se laisse une marge de sécurité suffisante si jamais vous ne répondez pas. Vous êtes appelé, bonjour, c'est le lot 150, ça va bientôt être votre tour. Et puis là, la personne qui va être à l'autre bout du téléphone est dans la salle et va vous faire vivre les enchères en temps réel. Elle va vous dire, le lot est à 5000, est-ce que vous prenez à 5500? Vous dites oui, non, si oui, votre enchère est passée, et autrement, vous laissez tomber. Donc ça, c'est au téléphone. Une autre manière de fonctionner, ça va être les enchères en ligne. Alors je parle pas de eBay parce que les enchères sont jamais vraiment directes, elles peuvent s'étaler sur une longue période sur eBay, mais vraiment les en ligne sur le site de la maison de vente ou Draw, je crois que c'est Draw Live le nom de la plateforme, organise beaucoup de ventes aussi via leur plateforme. Enfin quasiment toutes leurs ventes se trouvent aussi sur Draw Live. Et donc de la même manière, vous pouvez enchérir en ligne. Alors là, au préalable, on va vous demander aussi de fournir votre identité et on va aussi faire une empreinte de la carte bleue. On va vous demander de payer 1 euro et comme ça, votre carte bleue sera enregistrée sur la plateforme et ça vous permettra de faire les enchères directement en ligne. Alors là, le seul souci, ça va être de s'assurer qu'on a une bonne connexion. Ça serait quand même dommage d'avoir la connexion qui saute au moment où votre lot est en train de passer, bien évidemment. Et enfin, la dernière option, c'est celle de passer un ordre d'achat. Donc là, ça va être si par exemple vous ne pouvez ni vous déplacer sur place, ni faire une vente en direct au téléphone ou en ligne. Souvent, on fait ça quand on enchérit à l'étranger sur un autre fuseau horaire et que c'est la nuit au moment chez vous, au moment où l'enchère passe. Et alors là, de la même manière, on envoie un email à la maison de vente et on apparaît les coordonnées d'identité bancaire et on indique le montant maximum auquel on souhaite jusqu'auquel on s'engage, son enchère maximum tout simplement. Et dans ce cas-là, ça va être une personne du staff de la maison de vente qui va vous représenter et qui va suivre les enchères jusqu'à votre enchère maximum. Alors dans le cas de figure où deux personnes auraient soumis un ordre d'achat du même montant, ça va être la personne qui l'aura soumis en avant qui prendra l'enchère. Et alors ensuite il y a une autre notion, ça va être celle des incréments. Parce qu'on voit les enchères monter petit à petit, puis de plus en plus. Et en fait, il n'y a pas de vraies règles établies, ça va plus être des règles communément admises ou à la discrétion du commissaire-priseur qui va faire monter les enchères autour de 10% à peu près du montant. Donc par exemple, si on est à 1000, ça va être 1100, puis 1200, 1300, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive, mettons, à 5000, et là ça va être 5500, 6000, etc. Et mais rien vous empêche théoriquement si vous êtes dans la salle de dire je prends à 5800 même si ça casse l'incrément le pas arbitraire parce que là voilà là aussi c'est de l'arbitraire et le commissaire priseur va avoir tendance lui évidemment à chercher des incréments qui vont être les plus élevés possibles. C'est de bonne guerre et vous dans votre intérêt vous allez chercher à avoir des incréments les plus petits. En revanche, si vous utilisez cette stratégie, ça peut envoyer un signal de faiblesse dans la salle. Si les incréments sont je dis n'importe quoi, je rêve un peu par tranche de 10 000. Si vous faites un incrément de 1000, vous envoyez un signal de faiblesse. Et alors, ensuite, si vous avez remporter le lot, 10 000 euros une fois, 10 000 euros deux fois, adjugé vendu, le lot est attribué à plaquette numéro 233 dans la salle, mettons.
vous serez ensuite évidemment obligé d'acheter l'objet, hein, tout enchère vous lie à la maison de vente. Et là, on va vous demander tout simplement de faire un paiement. Alors la plupart des maisons de vente vont demander un paiement par virement. Des fois en France, sur des plus petites maisons de vente de Provence, vous pourrez payer en espèces jusqu'à un certain montant ou en cash. Si c'est en ligne avec la carte bleue, vous pouvez aussi régler jusqu'à un certain montant. Bref, il vous faudra évidemment payer votre lot. Et la dernière étape, ça va être celui du retrait du lot ou de la livraison si vous êtes à distance. Alors là aussi, il peut y avoir des frais supplémentaires. Même dans le cas d'un retrait, si vous venez retirer votre lot après un certain temps, certaines maisons peuvent vous facturer des frais de garde. Donc là, il faut lire les conditions de vente. Généralement, vous avez au moins une semaine ou deux de disponibles, mais au-delà d'une certaine période, c'est pas rare d'avoir une maison qui va vous facturer des frais de garde. Donc ça, faut faire attention. Et sinon, si vous êtes à distance, là, il y aura des frais supplémentaires. Alors, la plupart du temps, là aussi, les maisons de vente ne vont pas livrer directement, mais vont travailler avec des transporteurs qui peuvent vous recommander. Et le transporteur, en fonction du type de lot, alors quand c'est une montre, c'est petit, mais si c'était, mettons, un meuble, ça serait une autre histoire. Donc il y a des frais associés à ça. Et puis évidemment, par rapport à la valeur du lot, parce qu'il y a une assurance qui va avec, et votre destination, bien évidemment. Bref, vous devrez fournir au transporteur je sais plus le nom de ce document, mais bref, l'espèce de facture qui prouve que vous avez bien, vous êtes acquitté du montant du lot en question. Vous transmettez ça au transporteur qui vous a été recommandé par la maison de vente, et ils seront en mesure de vous faire parvenir une offre pour vous livrer le lot chez vous. Alors maintenant qu'on a vu, on va dire le déroulement d'une vente de A à Z, je vais aborder maintenant la stratégie et quelques conseils que je pourrais formuler pour acheter une montre aux enchères. Donc le premier conseil que je donnerais, ça serait de savoir ce que l'on cherche, parce que si vous regardez un catalogue de vente, et je vous encourage à le faire, vous verrez plein de belles montres, et très vite vous allez avoir envie de tout acheter, et puis c'est là où on se laisse un petit peu déborder, et puis on sait plus très bien ce qu'on veut, et le meilleur moyen de faire une bonne affaire, à la fois en termes de prix, mais surtout d'acheter une montre de qualité et qu'on va garder, qui va nous procurer du plaisir, ça va être vraiment de savoir en amont ce que l'on recherche, et pour bien orienter ses recherches, et ensuite de bien faire ses devoirs. Donc faire ses devoirs, ça va être de rechercher bien la montre, de connaître son prix, sa valeur sur le marché. Vous pouvez voir certains résultats de vente, hein. Toutes les maisons publient leurs résultats. Des fois c'est gratuit, accessible en ligne. Des fois il faut aller dans une sorte d'espace membre où il faut payer un abonnement et vous avez accès à l'historique de vente. Ou sinon, une autre astuce, et j'en parlais dans un précédent épisode du podcast, c'est tout simplement de trouver la valeur d'une montre et donc de savoir sa valeur sur le marché. Et alors, il est très important aussi de bien étudier les catalogues. Alors, les belles ventes comme celles que j'ai citées sont très bien cataloguées. Vous avez des très beaux catalogues avec des photos magnifiques, puis des descriptions très exhaustives, à la fois de l'état, bien évidemment, de la provenance, etc. Et donc, ça vous permet de mieux savoir ce qu'il en est du lot, et donc l'enchère que vous devriez mettre, en tout cas sa valeur sur le marché. Après, la limite, c'est bien évidemment vous qui vous la fixez. Et puis ces catalogues, comme je vous disais, sont des très beaux objets. J'aime bien les garder personnellement parce qu'on apprend toujours énormément de choses sur ces catalogues. On découvre des mondes dont on ignorait parfaitement l'existence. Et encore une fois, les photos sont magnifiques, et c'est toujours très intéressant de feuilleter un catalogue et de s'y référer par la suite.
Je parlais de la limite de votre enchère, donc je considère qu'il est important de se fixer une limite parce qu'on peut très vite être pris dans comment dire, l'euphorie de la vente, encore plus si on est dans la salle avec les enchères qui fusent à droite à gauche, et c'est le meilleur moyen de faire une enchère qu'on risque de regretter par la suite. Donc c'est important d'avoir cette approche vraiment chirurgicale, et puis en se fixant cette limite et en prenant évidemment en compte les frais que j'évoquais avant et de s'y tenir. Un autre conseil important, ça va être de ne pas hésiter à poser des questions, donc évidemment en amont de la vente. Je vous donne une petite anecdote. J'étais tombé sur une montre sur une enchère qui avait lieu en province. À ce sujet, il existe des sites comme Interenchères par exemple, qui permettent de faire des alertes sur des mots clés. Donc ça permet de voir des ventes qui ont lieu un petit peu partout en France, sans qu'on soit forcément, sans recevoir les catalogues ou connaître les maisons de vente. Et alors souvent dans les petites maisons de vente de province, les catalogues vont être pas aussi fournis que les grandes ventes, et c'est bien normal. Ces maisons organisent des ventes tous les week-ends. Des fois ça va être des ventes où il y aura des montres, mais des bijoux, des livres, enfin dans la même vente. C'est pas forcément des ventes thématiques. Donc voilà, les catalogues vont être vraiment très 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 succincts, en tout cas les descriptions. Et alors là, il faut pas hésiter, évidemment, à demander davantage d'informations. Et donc, je reviens à mon anecdote. Il y avait une montre qui m'intéressait, et je demande tout simplement l'état de fonctionnement de la montre. Bonjour, est-ce que la montre est en état de fonctionnement? Et alors, je reçois une réponse en me disant, alors nous ne sommes pas en mesure de garantir la montre. Ce à quoi je réponds, je m'attendais pas à avoir une garantie de 48 mois sur la montre, je cherche juste à savoir l'état du lot qui est offert à la vente. Et là, ensuite, j'ai la réponse que j'avais finalement un petit peu déduite de moi-même. La montre n'est pas en état de fonctionnement, il faut prévoir une révision. Donc voilà, c'est très important de connaître l'état de la montre. Et alors, par ordre d'importance, je vais demander plus d'informations sur le cadran, puis la boîte, puis le mouvement, souvent à l'aide de photos. Donc, pourquoi dans cet ordre-là? Parce que le cadran, généralement, c'est ce qui va faire la plus grande valeur de la montre, c'est la tête de la montre, c'est ce qu'on voit en premier, c'est ce qui lui confère son identité. Donc c'est vraiment la chose la plus importante sur la montre. Ensuite, ça va être la boîte. Est-ce que la boîte est en bon état, comme le cadran évidemment? Est-ce qu'elle n'a pas été trop polie? Parce qu'une boîte qui va être trop polie, finalement, elle va perdre un petit peu ses formes, sa carrure et son identité là aussi. Et enfin, dernière chose, ça va être le mouvement. Donc quel est l'état du mouvement, donc déjà s'il fonctionne ou pas, et ensuite dans quel état cosmétique il est, est-ce qu'il est oxydé par exemple. Donc ça on s'en rend compte avec les photos. Là où le mouvement, je le mettrais en troisième position, c'est que un mouvement, ça se répare plus facilement, ça se restaure. On pourrait dire que c'est également le cas d'un cadran. Mais un cadran restauré, ça va se voir tout de suite, la patine ne va pas être la même, alors qu'un mouvement dont on va changer une vis ou un pignon ou même une roue, ça c'est pas grave. De la même manière, une boîte, bon là c'est plus dur à restaurer. Si elle était excessivement polie, bon bah la matière est partie et c'est perdu. Ensuite, ce qui est important aussi de la même manière, quand on regarde la boîte et le mouvement, ça va être de regarder les numéros de série de la boîte et du mouvement, et de s'adresser à la maison qui a produit la montre pour demander si les mouvements de la boîte et les numéros de la boîte et du mouvement correspondent bien entre eux. Autrement dit, s'assurer que le mouvement n'a pas été pris et placé dans une autre montre. Donc ça, c'est très important pour l'état et puis pour l'authenticité de la montre.
Ensuite, un autre conseil, ça serait de choisir le mode d'enchère avec lequel on est le plus à l'aise. Donc ça s'acquiert avec l'expérience, mais comme je vous le disais, peut-être que en étant sur place, ça peut être un peu intimidant, ou à l'inverse, on est porté par l'euphorie et on fait un petit peu n'importe quoi. Mais l'avantage d'être en live, c'est qu'on peut vraiment sentir la salle, on peut voir les acheteurs autour de soi, on peut intervenir plus facilement pour placer son enchère soi-même. Donc voilà, ça a quand même évidemment beaucoup d'intérêt. Et puis en soi, c'est vraiment une expérience. Et puis il y a les autres modes en direct, ça va être le téléphone et Internet. Là aussi, c'est un petit peu moins c'est un peu moins direct au sens physique, mais on reste toujours dans l'instantané et avec toujours ce même risque d'euphorie. L'autre option, comme je vous le disais, ça va être de faire un ordre d'achat. Et alors là, on n'est plus vraiment en direct parce que ça dépend plus de nous. L'ordre a été passé, 500 € maximum, et puis voilà, c'est passé, advienne que pourra. Donc là, il y a moins de risques, enfin, il y a même pas de risque de dépasser sa mise maximale. Le seul souci, ça va être que finalement, le lot peut partir théoriquement, si je reprends mon exemple, à 500, ça peut partir à 550, et là, si vous sentez que l'acheteur est fébrile, vous aurez pu, si vous étiez présent, faire une offre à 600 et reporter l'enchère. Bon là, évidemment, ça ne sera pas possible. Un autre conseil, ça va être de se renseigner sur l'heure de passage du lot et d'être prêt. Parce que quand vous voyez les ventes, elles sont affichées pour une heure donnée. Vous savez que la vente commence, si je reprends l'exemple là, samedi, je crois que ça commençait à 18h. Donc on sait qu'à 18h, le premier lot passe sous le marteau. Et alors la plupart des maisons de vente vont communiquer sur un rythme de passage, le nombre de lots qui vont être capables de passer à l'heure. Mettons, et ça se voit aussi souvent en ligne, on va dire sur cette vente, on est à 48 lots de l'heure, mettons. Et ça vous permet d'estimer à peu près l'heure à laquelle votre lot va passer sous le marteau. Alors c'est important parce que les ventes peuvent durer plusieurs heures. Il est pas rare d'avoir des ventes avec plusieurs centaines de lots qui vont passer sous le marteau. Alors ça peut aller très vite, un lot, moins d'une minute. Mais n'empêche que quand il y en a 250, 300, ça, mis bout à bout, ça fait pas mal de temps, et vous n'allez pas bloquer toute une journée ou une après-midi comme ça sans savoir à quelle heure va passer votre lot. Donc vous pouvez tout à fait, à savoir à peu près à une demi-heure près, mettons, quand votre lot sera susceptible de passer, et donc d'être prêt pour ce moment. De la même manière, c'est important de connaître le reste du catalogue. Il n'est pas rare, quand il s'agit d'une vente thématique, d'avoir plusieurs fois le même modèle qui va passer sous le marteau. Et alors là, ça peut faire partie de votre stratégie de savoir précisément quelle montre vous allez essayer d'avoir. Soit vous pouvez essayer d'avoir la première occurrence de ce modèle-là, mais peut-être que la compétition sera plus forte. Ou peut-être choisir de se reporter stratégiquement sur un lot ultérieur, sachant que potentiellement le précédent résultat peut aussi donner le ton pour le lot à venir. Il peut aussi y avoir des différences en termes d'état entre les deux lots pour une même référence, et là ça peut être à vous de choisir quel est le lot précisément que vous avez identifié sur lequel vous souhaitez enchérir, ou tout simplement enchérir sur les deux lots en même temps. Et alors une autre astuce qui est commune et que j'ai vu là aussi ce week-end. Donc il y avait deux personnes qui enchérissaient l'un sur l'autre sur une même montre, et ça montait 10 000, 20 000, 30 000, etc. Puis ça continuait. Et puis ça arrivait, je crois que c'était par incrément de 5, donc c'était à 90. Et puis là, il y a un troisième enchérisseur sorti de nulle part
qui a annoncé 95. Et alors là, ça, l'effet, c'est ça peut avoir tendance à calmer un petit peu les deux premiers qui s'imaginaient être juste l'un contre l'autre. Et puis là, ils voient une troisième personne débarquer nulle part. Ça peut éventuellement les décourager. Personnellement, c'est une astuce, une stratégie que j'aime bien utiliser de temps en temps. Voilà, j'espère avoir réussi à vous donner quelques conseils pour acheter une montre aux enchères. C'est en tout cas une belle expérience à vivre pour l'amateur de montres, et dans le cas de Genève, l'opportunité de revoir des amis collectionneurs du monde entier pendant ces quelques jours, où la ville va devenir le centre du monde horloger. Si vous prévoyez de venir à Genève, une bonne idée pourrait être de se synchroniser sur les ventes de montres, et ça tombe bien, la prochaine est en mai, et c'est peut-être la période la plus agréable pour profiter de la ville. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.